personne à la régie. Si. Moment. Voilà. Merci. Voilà, donc nous reprenons cet exposé et nous l'avions laissé donc sur une figure d'Abraham Boss montrant donc les perspecteurs, tels que lui-même les nomme, qui était en train de regarder la théorie des points de fuite, la théorie des rayons oculaires en 1643, donc à partir d'un carré et d'un cube. Et nous avons ici donc une figure clé qui est au cœur d'une autre partie de mes recherches, mais je ne pouvais pas rater l'occasion ici de la présenter à nouveau. Donc quelques-uns d'entre vous ont vu cette partie-là de mon travail lors de l'exposition que j'avais réalisée il y a 2 ans au musée de la franc-maçonnerie, donc l'exposition intitulée « La règle et le compas ». Nous avons là donc une figure gravée par Abraham Boss en suivant les théories donc de cet architecte mathématicien lyonnais, donc Giraud des Argues, figure donc de 1636, où l'on voit donc un volume cubique surmonté d'une pyramide. Et je vois donc dans cette figure-là, qui est une figure clé de l'explication donc du tracé en perspective à l'époque, je vois là l'origine du symbole déformé qu'on va retrouver dans la franc-maçonnerie française à l'origine et puis qui ensuite donc va être colporté un peu plus loin dans le monde, de notre fameuse pierre cubique à pointe. Puisque dans le domaine originel, on a d'un côté une pierre brute et de l'autre côté une pierre cubique. C'est très cohérent du point de vue de la taille de pierre, de la stéréotomie, et il est tout à fait étonnant pour un opératif de constater, quand il se déplace pour faire des conférences dans des loges, de voir d'un côté donc un bloc de pierre brute ou un vague caillou qui fait office de pierre brute, et d'un autre côté donc une pierre cubique à pointe qui est plus grosse que le volume initial de matière dont ça devrait sortir. Donc en fait, je pense que dans la France maçonnique du début du XVIIIe siècle, il y a eu souvenir chez certains spéculatifs de cette figure clé de la théorie de la perspective datant du milieu du XVIIe siècle, et qu'il y a une sorte de superposition, confusion entre le bloc de pierre cubique et ce volume virtuel cubique. Bon, je passe rapidement là-dessus. Donc toujours donc du même Boss et des mêmes Boss et des Argues, justement, ces frontispices de traités de perspective, où on se rend compte qu'un des lieux communs de l'iconographie de tous ces traités de perspective est le carrelage en damier, puisque c'est ce qui permet d'expliquer très commodément la mise en perspective des figures qui sont posées dessus. On voit donc sur le frontispice de droite, de part et d'autre du médaillon central portant le titre, on voit 2 lutrins, donc l'un portant la figure vue en plan du géométral, le tracé géométrique d'un plan, donc avec un carrelage, un carroyage, et puis de l'autre côté, donc la même chose, mais en perspective. Donc là, il y a pu y avoir, emprunt dans un contexte spéculatif français, ou même peut-être anglais, de ces théories de la perspective par rapport donc à ce qui va devenir le pavé mosaïque. Donc, dernier traité important qu'on rencontre également dans toutes les bibliothèques de tailleurs de pierre et d'architectes de l'époque, le traité de géométrie de Sébastien Leclerc, qui se termine justement par des considérations relatives à l'arpentage, et notamment à l'arpentage dans l'art des jardins. Donc là, je boucle un petit peu par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure, lié à la topographie. Là, concernant l'importance suréminente du savoir au sens vraiment singulier, au sens général du terme, je vais faire une parenthèse pour vous parler d'un personnage donc, que j'aime beaucoup, que j'ai énormément étudié ces dernières années, qui est un compagnon passant tailleur de pierre avignonnais, Jean-Paul Douliot, donc, qui est né juste avant la Révolution à Avignon et qui est décédé en 1834, donc très jeune, 46 ans, qui a eu une carrière fulgurante, puisque Jean-Paul Douliot, dont voici le portrait, Jean-Paul Douliot a été, à partir des années 1818, professeur de coupe des pierres dans un premier temps, puis professeur d'architecture, puisqu'il était
par ailleurs architecte, à l'École royale gratuite de dessin de Paris, donc l'ancêtre de l'actuelle École nationale supérieure des arts décoratifs. On a, concernant ce personnage, un témoignage, un double témoignage très sensible, et c'est intéressant de sortir un petit peu justement des récits, enfin des analyses très théoriques. Je vous livre ce témoignage très sensible sur cet individu dont on a le portrait. C'est très rare, les portraits de compagnons. Il est dû à Jean-Hilaire Belloc, qui est le directeur de cette école royale de dessin, donc quelques semaines après la mort de Douliot. Un jour, un appareilleur, praticien ingénieux, passa devant l'école et entra dans la classe de mathématiques. Élevé dans les chantiers de construction que dirigeait son père, il avait, tout enfant, manié l'équerre et le marteau. Les compagnons l'appelaient la pensée. Orphelin à 15 ans, employé bien jeune encore aux travaux de maçonnerie du Louvre, il venait prendre sa part des savantes leçons de l'excellent professeur Lavie. Il venait demander à la science l'explication raisonnée des opérations qu'il faisait chaque jour. Il avait eu cette première éducation pratique que rien ne remplace, mais son esprit méditatif et profond éprouvait le besoin d'aller au-delà. Il entrevoyait déjà la possibilité de formuler en principes clairs et lucides, appuyés sur des calculs mathématiques, sur des dessins ingénieux, tout ce qu'avaient fait ses mains. Employé plus tard comme appareilleur par M. Hurtaud, il travaillait à la construction du pont d'Iéna et d'un des plus beaux hôtels de la rue de la Paix, alors même qu'il suivait le soir les cours d'architecture et de mathématiques de l'école royale. Après de laborieuses journées, il prolongeait ses veilles et consacrait une grande partie de ses nuits à de sévères et consciencieuses études. C'est ce que j'ai évoqué donc, dans la première partie concernant donc, cet apprentissage que tous les compagnons tailleurs de pierre sur leur tour de France faisaient de la stéréotomie et si possible au-delà. Cet homme, messieurs, doué d'un amour si passionné pour la science, d'une modestie si sincère et si profonde qu'elle allait jusqu'à l'abnégation, vous l'avez tous nommé, c'était Jean-Paul Douliot, votre cher professeur, votre ami, votre guide, celui dont la mort prématurée nous a tous consternés, dont l'irréparable perte nous plonge dans un deuil de famille. Je ne vais pas tout lire, mais cette exceptionnelle intelligence et sensibilité, et pour tout dire, donc humanité profonde, qui est normalement la marque caractéristique de tout compagnon qui a un tant soit peu réalisé ce que lui transmet la lumière de l'initiation. On le retrouve donc dans le portrait que dresse également sa veuve 2 ans après sa mort, où elle signale qu'arrivé aux importantes fonctions de l'enseignement public, puisqu'il a eu vraiment donc une charge importante à cette école royale de dessin, il n'oublia jamais qu'il avait été ouvrier comme l'étaient la plupart de ses élèves. Il leur distribua l'instruction non seulement avec cette clarté de démonstration qui caractérise la vraie science, mais encore avec cette patiente sollicitude qu'un père puise dans son cœur. Il aimait s'environner des Avignonnais qui suivaient ses leçons. Il s'informait de leur position et de leurs besoins, les guidait par ses sages avis, procurait du travail à ceux qui en manquaient et secourait de sa personne et de sa bourse ceux qui se trouvaient malades ou dans l'embarras. Voilà le noble usage qu'il faisait d'une position et de ressources si péniblement acquises. Alors, pour illustrer très concrètement justement cet aspect, cette relation très forte que certains compagnons, pas tous évidemment, pouvaient avoir avec le domaine du savoir, voici donc les ouvrages que va publier Douliot sur une période très brève. En 1825, il publie son traité spécial de coupe des pierres, qui va être immédiatement traduit en allemand. L'édition allemande donc, sera reprise plusieurs fois. Cette édition française sera rééditée 4 fois jusqu'en 1869. C'est vraiment le plus important traité de stéréotomie du XIXe siècle. Mais il ne s'arrête pas là, puisque dès 1826, dès l'année suivante, il publie un cours de mathématiques. Donc par mathématiques, il faut entendre surtout la géométrie descriptive, celle qui va servir immédiatement aux compagnons tailleurs de pierre. Et ça forme donc la première partie d'un cours de construction, d'un cours théorique et pratique de construction, qui est le premier cours de construction qui sera publié au cours du XIXe siècle. Il poursuit en publiant un traité de charpente en bois. Alors là, je m'arrête un instant sur le sujet, puisque on se dit, un tailleur de pierre qui est également compétent en charpente. Eh bien oui, puisque
même si ce sont deux métiers différents, les tailleurs de pierre d'autrefois étaient obligés, dès lors qu'ils avaient dès lors qu'ils avaient la prétention, au sens positif du terme, de devenir des appareilleurs, des architectes, des chefs de chantier, de connaître parfaitement bien le bois, puisque toutes ces voûtes, on est bien obligé de les cintrer, on est bien obligé d'échafauder, on est bien obligé de construire des instruments de levage. Il ne faut donc pas réduire le travail du charpentier à la seule partie toiture. Voilà. Donc Douliot, qui est également compétent en charpente, publie un traité sur le sujet. Il publie également, donc ça c'est paru à titre posthume, un traité sur la stabilité des édifices qui est lié donc à des considérations sur la manière de construire des maçonneries homogènes, d'avoir des choses donc qui sont physiquement intéressantes, bien conçues. Ce traité de stabilité des édifices, il contient un petit mémoire qui avait fait l'objet d'un tiré à part l'année précédant son décès. C'est un mémoire sur la théorie, enfin un essai sur une théorie rationnelle de l'écoulement des liquides. Donc on est très loin de la stéréotomie, de la géométrie pratique. Là, on touche le domaine de la physique. C'est un mémoire présenté à l'Académie des sciences. Donc en fait, si Jean-Paul Douliot n'avait été brutalement arraché à l'affection des siens par la maladie, il devenait probablement académicien. Donc là aussi, très bel exemple, qui n'est pas totalement isolé de ce niveau intellectuel et social réel de beaucoup de nos compagnons tailleurs de pierre par les siècles passés. Autre petit témoignage, parce qu'on parle très peu des compagnons étrangers tailleurs de pierre, on n'a pratiquement aucune archive les concernant, mais voici par exemple donc la page de titre du traité sur les pont-biais écrit par Jérôme Bodassé, qui était lui-même un compagnon étranger tailleur de pierre, cet autre rite. Alors, c'est un ouvrage qui a été publié à compte d'auteur vers 1860. Les pont-biais, c'est ce qu'il y a de plus complexe en stéréotomie. Je le présente avec un petit clin d'œil. C'est un ouvrage que j'ai la chance de posséder et qui est absent des collections de cette noble maison qui nous accueille aujourd'hui. Petite coquetterie. Donc, cet amour des sciences, il est attesté de manière très ancienne. On a ici donc cet autre témoignage qui est le premier à faire suite au carnet de Villard de Honnecourt, qui est le manuscrit du livre d'architecture de Jean Chéreau. Et Jean Chéreau, donc, qui a une carrière d'architecte qui nous est un petit peu connu dans l'Yonne, eh bien, son carnet, il le signe très fièrement, non pas du nom d'architecte, mais il met Jean Chéreau, tailleur de pierre, natif de Joigny. Il n'oublie pas ses racines ouvrières. Et là, donc, la bonne moitié de ce carnet est consacrée non pas à des questions de stéréotomie et d'architecture, mais à des questions relatives aux sciences, à l'astronomie, à l'astrologie, à la météorologie. Il s'intéresse également à la géomancie. Donc on est là à cette période d'articulation où les sciences ne sont pas encore complètement dégagées des sciences occultes, et où on voit très bien qu'un opératif, on va dire les choses comme ça, pouvait avoir une culture s'étendant non seulement à des sciences physiques et mathématiques, mais également à ces sciences occultes qu'on va retrouver dans les préoccupations de la franc-maçonnerie. Concernant ces sciences, justement, je reviens sur cet élément central du phare et des deux globes et des instruments qu'on voit au milieu. Alors, évidemment, les deux globes nous évoquent tout de suite les fameux globes de Coronelli qui sont donc à la Bibliothèque nationale, que nos compagnons tailleurs de pierre qui ont travaillé sur les chantiers royaux de Versailles ou de Marly ont pu connaître, et qu'ils ont pu connaître soit de visu, soit tout simplement par ce vecteur très intéressant d'emblématique et qui a été totalement négligé jusqu'à aujourd'hui, que sont par exemple donc les jetons de l'administration des bâtiments du roi, jetons par lesquels on faisait la comptabilité de ces journées d'ouvriers. Et ces jetons donc étaient toujours porteurs d'emblèmes ou d'éléments qui pouvaient renvoyer à des événements d'actualité. Donc celui qu'on voit ici montre les fameux deux globes. Alors, encore un ouvrage qui faisait partie systématiquement de la bibliothèque de tous les architectes, ingénieurs et tailleurs de pierre donc de l'époque, qui est le petit traité d'horlogiographie, c'est-à-dire de gnomonique, de construction des cadrans solaires, dont Sainte-Marie-Madeleine, qui est un traité qui a été réédité plus d'une douzaine de fois et où on voit très bien,
entre la gravure de son frontispice et puis donc l'élément central du rôle d'Avignon, on voit très bien, là encore, les glissements, des empreintes iconographiques croisées à significations multiples qui ont pu s'opérer. Alors, on le voit d'autant mieux qu'il y a un tout petit détail au-dessus du rapporteur et du graphomètre, qui est un cadran solaire. Le détail n'est pas facilement lisible, mais les compagnons tailleurs de pierre d'Avignon le lisaient bien en tant que tel, puisque sur un autre document dont on voit un petit extrait qui date des années 1860, il est bel et bien identifié et nommé en tant que tel, donc sous l'étiquette de gnomonique. C'est un cadran solaire. Cadran solaire, nos tailleurs de pierre en réalisaient nécessairement, puisque au XVIIe et XVIIIe siècle, dans ces fameux jardins de tous ces palais, il était inconcevable qu'il n'y eût point un cadran solaire, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ils n'étaient pas, encore une fois, de simples exécutants, ils étaient également des concepteurs. Et nous avons ici une de mes très belles trouvailles de ces dernières années, un document dont je ne connais qu'un seul exemplaire, donc, qui est ici, conservé à la Bibliothèque nationale, un petit traité d'horlogiographie publié donc, à Paris en 1768 de manière anonyme, et dont le sous-titre... On voyait tout à l'heure le sous-titre de l'édition anglaise de Vignolles, ici, donc on a un sous-titre qui est très révélateur pour l'usage et la facilité des compagnons tailleurs de pierre et maçons qui sont sur le Tour de France. Donc c'est bien un ouvrage qui est destiné à nos compagnons. On va balayer encore quelques-uns des éléments de ce très riche frontispice. On a ici la représentation d'un port qui est en fait le port de Marseille. Voilà, donc je le représente à cette époque par le tableau d'un autre célèbre avignonnais, donc le peintre Claude-Joseph Vernet. Voilà, on reconnaît typiquement Marseille donc au fort Saint-Jean et au fort Saint-Nicolas qui encadrent l'entrée dans le vieux port. Et on a ici un petit détail qui pose problème d'interprétation. On voit donc 3 personnages, l'un qui remet un courrier, un document à 2 autres. C'est peut-être, je dis bien peut-être, c'est simplement une hypothèse, une évocation donc d'un épisode d'une des légendes d'un personnage central, donc qui est Maître Jacques, le fondateur légendaire dont se réclament ses compagnons passant tailleurs de pierre. Alors je dis peut-être parce que le gros problème que l'on a, c'est qu'à l'heure actuelle, les différentes légendes de Maître Jacques ne nous sont connues qu'à partir des publications d'Agricole Perdiguier, donc qui datent des années 1840. Donc la prudence, vertu qui est extrêmement chère aux compagnons tailleurs de pierre, m'incite à rester au conditionnel quant au fait que les compagnons des années 1782 connaissaient bel et bien ces versions-là des légendes. Toujours est-il que donc dans la principale version des légendes compagnoniques relatives à Maître Jacques, on le voit revenir d'Orient, où il a travaillé à la construction du temple de Salomon, et débarquer à Marseille pour répandre les lumières du compagnonnage en Gaule. Alors, un autre élément qui permet d'attester formellement qu'il s'agit du port de Marseille et qui, encore une fois, va nous permettre de voir combien ces compagnons tailleurs de pierre se situent à un tout autre niveau que celui du simple ouvrier. Le bâtiment qui est représenté en fond du port, là où aujourd'hui donc arrive la célèbre canebière, eh bien, c'est le théâtre, l'ancien théâtre de Marseille, dont on voit ici une représentation donc sans coupole datant du milieu du XIXe siècle. Alors la représentation n'est pas fidèle. On voit ici donc le projet initial de l'architecte Bénard en 1784. La représentation n'est pas fidèle pour une raison tout à fait simple, c'est que le dessin du rôle date du 1er janvier 1782 et que le concours pour réaliser ce théâtre de Marseille a été lancé en 1781. Donc en 1782, lorsque Ponge dessine le rôle, il ne connaît pas la figure finale qui obtiendra donc l'assentiment, donc il a dû consulter des projets. Et il a probablement donc eu, de par son rôle de très riche, de très important entrepreneur, c'est le plus grand entrepreneur de tout le quart sud-est de la France à son époque. Il a toujours plusieurs centaines de ses collègues compagnons tailleurs de pierre sous ses ordres sur ses différents chantiers. Il a d'autant plus pu consulter avant le choix ses chefs-d'œuvre que Bénard est peut-être lui-même, avant d'être un architecte, un compagnon tailleur de pierre, mais que toujours est-il que lorsqu'en 1784, ce projet va être
accepté par Louis XVI, eh bien, ce plan lui est présenté par le secrétaire de l'Académie royale d'architecture de Paris, donc Michel-Jean Sedaine, alias La Bonté de Paris, compagnon, passant, tailleur de pierre. Donc on voit là aussi une quantité de témoignages de la carrière réelle que peuvent avoir un certain nombre de ses compagnons. Sedaine, lui aussi, comme Douliot, orphelin de père à l'âge de 15 ans, va être reçu compagnon tailleur de pierre vers ses 20 ans et va ensuite faire une double carrière de secrétaire de l'Académie d'architecture et d'auteur de théâtre, puisque le théâtre devient sa passion et que en 1781, si mes souvenirs sont bons, il est nommé à l'Académie, tout simplement, donc à l'Académie française. On a le témoignage de la participation de Joseph Ponge à la construction, puisque lors de l'incendie qui, en 1919, a ravagé le théâtre de Marseille, on a retrouvé donc entre deux assises de pierre une plaque de cuivre qui porte la mention donc du fait que ce chantier, que cette construction a été réalisée sous la conduite de deux compagnons passants tailleurs de pierre, dont notre Joseph Ponge, et réalisée par les compagnons passants tailleurs de pierre d'Avignon. Marseille, à l'époque, est une ville banlieue, en quelque sorte, d'Avignon. Bon, l'évolution, l'histoire a fait qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Alors, on a malheureusement trop peu de témoignages documentaires comme ça. Donc, autre élément iconographique intéressant, ce paysage montagneux qui évoque peut-être, on avait fait l'hypothèse au départ, aujourd'hui c'est une hypothèse que j'ai abandonnée, mais c'est l'occasion quand même de parler de ces légendes. Ça évoque peut-être la fameuse Sainte-Baume, qui est d'un très haut lieu des légendes compagnonniques, puisque c'est là qu'une partie des légendes relatives à Maître Jacques place la fin de sa vie. Maître Jacques, tel Hiram, périt, assassiné par un mauvais compagnon. Voilà. Alors, on a ici une figuration du pèlerinage à la Sainte-Baume que font beaucoup de compagnons du devoir. C'est attesté à la fin du XVIIIe siècle et surtout pendant tout le XIXe. Mais je pense que la représentation du rôle d'Avignon n'est pas la Sainte-Baume, puisque cette Sainte-Baume est caractérisée, outre la présence de Marie-Madeleine qu'on voit allongée ici, puisque c'est le lieu aussi où elle va terminer sa vie, cette Sainte-Baume est caractérisée par une grotte, un beau mot, et on n'a pas de représentation de grotte sur le rôle d'Avignon. Néanmoins, donc, quelques mots sur ce Maître Jacques. Il a en fait deux légendes principales. On voit ici une iconographie qui a fait date et qui date simplement de 1863, qui est donc due à ce compagnon agricole perdiguier, donc qui est un Avignonnais, encore un, qui est le premier à avoir écrit sur les compagnonnages. Maître Jacques, donc, est considéré comme ayant travaillé sur le chantier du temple de Salomon à Jérusalem. Donc on voit ici des petits médaillons qui sont relatifs à la légende salomonienne. On voit ici donc Salomon renvoyant Maître Jacques après la construction du temple, comblé de cadeaux et accompagné de 40 disciples, renvoyant vers sa Gaule natale. Mais il y a une autre version de la légende qui dit non, Maître Jacques n'est pas un personnage qui a vécu dans l'Antiquité, c'est un personnage qui a vécu au Moyen-Âge. Très précisément, donc, c'est l'un des principaux acteurs d'une querelle compagnonique qui a eu lieu en 1401 lors de la construction des tours de la cathédrale d'Orléans. Voilà. On voit ici la chose représentée. Alors, ça pourrait paraître historique, il serait très tentant, donc, comme je l'évoquais en préambule, de considérer que nos compagnons tailleurs de pierre sont les héritiers directs des bâtisseurs de cathédrales et qu'ils ont, grâce à cette mémoire de la transmission orale qu'ils ont conservée intacte, des souvenirs d'une histoire qui n'aurait pas été portée par écrit. Là, en revanche, je dirais que les recherches de cette dernière décennie, menées avec Laurent Bastard, nous amènent à prendre ça avec infiniment de précaution pour deux raisons. C'est que d'une part, le chantier des tours de style gothique de la cathédrale d'Orléans ne s'est déroulé qu'à l'extrême fin du XVIIIe siècle, juste un petit peu avant la Révolution, et absolument pas en 1401. 1401, on est en pleine guerre de 100 ans, il ne se passe rien sur le chantier d'Orléans, donc il n'y a pas d'élément. L'autre élément qui est très intéressant, c'est que précisément lorsqu'en 1840, Agricole Perdiguier publie son livre du compagnonnage, qui est le livre fondateur de l'historiographie compagnonique, eh bien, on voit aussitôt les compagnons passant tailleurs de pierre des principaux sièges de France échanger une abondante correspondance les uns avec les autres et dire « mais
Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous avez lu ce livre sur le compagnonnage? Bon, on sait bien que c'est écrit par un compagnon menuisier du devoir de liberté, c'est rien moins que rien. Mais quand même, celui-ci, il est sérieusement atteint. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Maître Jacques assassiné à la Sainte-Baume? Tout le monde sait bien que Maître Jacques, c'est Jacques Moller, l'appareilleur de la flèche de la cathédrale d'Orléans. Donc, on voit qu'en 1840, les compagnons tailleurs de pierre ne connaissent pas la légende de la Sainte-Baume. Or, dès 1845, 5 ans plus tard, on les voit, eux aussi, comme les autres compagnons, venir faire un pèlerinage à la Sainte-Baume. Et dès les années 1850, incorporer cette légende de la Sainte-Baume à leur propre légendaire. Donc, ça incite à énormément de prudence quant à la fiabilité d'une soi-disant tradition orale, puisqu'il n'est pratiquement pas de tradition orale qui ne laisse tôt ou tard quelques traces dans les écrits, et que lorsqu'on traque ces traces, on se rend bien compte du fait que la tradition orale, elle est en réalité extrêmement fluctuante. L'autre personnage donc central qu'on retrouve comme fondateur revendiqué par les compagnons étrangers tailleurs de pierre, c'est bien évidemment Salomon, qui d'une manière ou d'une autre se retrouve dans tous les légendaires compagnoniques, sans que l'on sache quelle est la part des traditions qui remontent effectivement à un lointain passé, et quelle est la part des nombreux emprunts que les compagnons, tout au long du XVIIIe siècle et surtout tout au long du XIXe siècle, vont faire aux très riches sources maçonniques. Parce que si les compagnons n'ont pour leur part publié, divulgué aucun de leurs rituels, aucun élément qui permette de savoir quel est le contenu exact de certaines traditions, en revanche, comme ils savent lire, comme ils ne s'en privent pas, eh bien, ils font comme tout le monde aujourd'hui, comme tous les profanes d'aujourd'hui, ils entraient dans les librairies, achetaient des livres sur la franc-maçonnerie et n'avaient absolument aucun scrupule à emprunter à la franc-maçonnerie toutes ces si belles histoires. On a ici donc la représentation du temple, du lieu où le compagnon va recevoir la lumière. On aperçoit ici un compagnon agenouillé devant un autel, donc sur lequel est allumé un feu. Il y a un personnage qui tient déployé un document. Ce document, c'est le rôle, celui qui apporte la lumière, la règle du saint devoir. Et on remarquera donc que notre compagnon est figuré sous les traits d'un personnage barbu, hirsute. Donc on a en 1782, encore une fois, soyons prudents, c'est un rôle, c'est un document qui a été influencé par la franc-maçonnerie, puisque donc Ponge était assez probablement maçon, mais on a là un thème initiatique tout à fait intéressant à noter. Le seul autre témoignage que l'on ait à cette époque, donc sur la nature des épisodes de l'initiation, le voici, c'est le médaillon central du rôle de Paris en 1769, où on voit quelques-uns des passages, quelques-uns des épisodes de la réception. On a au centre donc l'accolade fraternelle, encore une fois, pied contre pied, etc., etc., etc. Donc des éléments qui qui présentent une parenté très forte avec les rites maçonniques. On a sur la droite donc le moment où le compagnon agenouillé va recevoir les couleurs fleuries, donc qui sont l'emblème même de sa dignité de compagnon. C'est un sacre, c'est un couronnement. C'est très important à comprendre. Il s'agit vraiment d'un couronnement. On voit donc devant lui l'ancien qui conduit la réception et qui porte sa canne. Et on voit à l'arrière de lui, le détail est difficile à percevoir, donc à l'arrière donc, de ce personnage assis sur une base de colonne, on voit donc nos tailleurs de pierre sous forme de putti qui déploient un document, donc qui est le rôle, mais où là, ce qui signifie le rôle est une représentation architecturale. On voit sur la gauche des éléments donc, qui sont extrêmement interrogatifs. On voit donc le compagnon qui est amené, la corde au cou. Donc c'est un élément qu'on retrouve évidemment dans la rituelique maçonnique. Il est amené, la corde au cou, sur les lieux de la réception. Et cette corde au cou, on la voit autour du personnage allongé par terre, qu'un autre putti va relever. On a là une superposition de différents épisodes qu'on retrouve dans la tradition maçonnique, mais à plusieurs grades aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit, on est en 1769, est-ce qu'il s'agit d'un tronc commun rituelique
Ou est-ce qu'il s'agit, et j'incline plus volontiers pour cette seconde solution, d'emprunts que dès cette époque-là, les compagnons tailleurs de pierre avaient fait à une rituelique maçonnique? Le débat reste ouvert. Il nous faudrait davantage de documents pour pouvoir trancher, et puis surtout des documents plus anciens. Voilà. Donc, je le disais, ce qui caractérise l'accès à cette dignité de compagnon, alors il n'y a pas de grade d'apprenti, il n'y a pas de grade de maître chez les compagnons. Il y a simplement à cette époque-là un état d'aspirant, donc de celui qui attend d'être reçu, et puis un état de compagnon. Il n'y a pas de maître. Quand on est maître, ça veut dire qu'en fait, on a quitté le compagnonnage actif et qu'on est installé comme patron. C'est une fonction purement sociale. Donc cette représentation donc, de Maître Jacques avec ses couleurs fleuries au chapeau, voici ce que sont les couleurs fleuries. Donc, on a ici des couleurs qui étaient présentes dans ce fameux coffre d'Avignon. Ce sont tout simplement des éléments de mercerie de l'époque. Ce ne sont pas des rubans, des décors réalisés spécialement pour les compagnons. Quelques autres exemples. À gauche, on a des couleurs fleuries de compagnons passants tailleurs de pierre du milieu du XIXe siècle. On voit là encore une petite interférence maçonnique, puisque pour montrer la dignité d'un compagnon qui est en charge, par exemple, du poste de rouleur, on a adjoint des broderies où on retrouve un rameau d'acacia. Sur la droite, on a des couleurs fleuries de compagnons étrangers tailleurs de pierre. Il est quasi impossible de différencier les deux. Là, je sais que ce sont des couleurs d'étrangers puisqu'elles m'ont été données en même temps qu'un certain nombre de papiers de famille et que je sais que par conséquent, le possesseur initial était un étranger. On voit ici l'un de ces fameux compagnons étrangers. La distinction entre passants et étrangers, c'est que les passants portaient leurs couleurs au chapeau autour de la tête et les étrangers les portaient autour du cou, à la manière d'une étole de prêtre, selon les propos d'Agricole Perdiguier en 1840. Mais ce sont les mêmes types de couleurs fleuries. Et là, on a un indice de quelque chose qui nous rattache, ces compagnons tailleurs de pierre, à nos fameux bâtisseurs de cathédrales. On a ici donc un vitrail de la cathédrale de Bourges où on voit un tailleur de pierre en 1230 qui est en train de travailler non pas au chapeau de Mickey, c'est un demi-fût, un demi-tambour de colonne, voilà, et il a autour de la tête un bandeau portant des motifs évoquant les fleurs, et on a ici un très célèbre vitrail de la cathédrale de Chartres, donc 1225, antérieur de 5 ans au vitrail de Bourges que l'on vient de voir, où on voit des maçons, des tailleurs de pierre et des sculpteurs à l'ouvrage. Plusieurs des tailleurs de pierre et des sculpteurs portent le petit bonnet caractéristique des tailleurs de pierre d'autrefois autour de la tête, mais par-dessus ce bonnet, ils portent des couronnes végétales et fleuries. On a là quelque chose qui est l'indice d'un usage à caractère rituel, d'avoir autour de la tête des rubans fleuris ou même des fleurs au naturel. Ça n'aide absolument en rien à tailler la pierre. J'ai essayé, je me suis fait mal aux doigts. Ça ne change rien, c'est évidemment quelque chose qui est rituel. Est-ce que cet usage rituel est en liaison directe avec cet usage tel qu'il est attesté par les compagnons passants et étrangers tailleurs de pierre au XVIIe et XVIIIe siècle? Ça reste déterminé. C'est toujours très risqué pour le travail d'un historien de prendre deux documents datant de 1225 et 1230 et tirer sans exprimer de doute, tirer un trait direct à des documents du début du XVIIIe siècle. 5 siècles comme ça dans le temps, on ne peut pas les franchir aussi aisément. Autre élément donc important de la symbolique de nos compagnons, c'est la fameuse canne. On a vu tout à l'heure qu'au début du XVIIIe siècle, les compagnons portaient l'épée. Et bien à la fin du XVIIIe siècle, ils portent la canne, puisqu'en fait, s'ils portent l'épée au début du XVIIIe siècle, c'est par imitation de la noblesse. Et comme la noblesse, dans le courant du XVIIIe siècle, va se mettre à porter la canne, eh bien nos compagnons tailleurs de pierre, qui sont donc encore une fois une aristocratie ouvrière, vont se mettre à porter la canne à la fin du XVIIIe et pendant tout le XIXe. Et cette canne va devenir de plus en plus ostentatoire. Alors, une des caractéristiques des compagnons tailleurs de pierre à partir du milieu du XIXe, c'est que le pommeau de la canne est en ivoire, la blancheur de l'ivoire évoquant évidemment le matériau de la pierre. On a ici un compagnon passant et la canne d'un compagnon tailleur de pierre d'Avignon. On a ici un compagnon étranger qui, lui, n'a pas une canne à pommeau d'ivoire, mais une canne à pommeau de corne. Et on a ici, donc,
la canne beaucoup plus modeste d'un compagnon, probablement tailleur de pierre, de la fin du XVIIIe siècle ou du tout début du XIXe. On voit sur le rôle de Marseille que ce sont des cannes beaucoup plus sobres que ce qu'elles vont devenir ensuite. Et je termine donc ce tour d'horizon de notre rôle d'Avignon, donc de ce richissime rôle d'Avignon de 1782, par cette figuration donc, qui occupe le centre même du rôle. C'est cette fameuse vertu non équivoque sous laquelle est placé le rôle, et il s'agit de Thémis, il s'agit de la justice que l'on voit ici donc sur un autel à degrés, entouré donc d'animaux emblématiques, enchaînés les uns aux autres, qui représentent donc le chien, la fidélité, le lion, la force, le cœur enflammé, la charité, et les deux colombes qui se becquettent, l'amour fraternel. Les compagnons tailleurs de pierre poursuivent l'exercice des vertus. C'est quelque chose d'extrêmement central dans la société des compagnons tailleurs de pierre, et à tel point donc que je suis tenté là justement de citer, enfin je vais citer un tout petit passage de la préface de l'ouvrage que Margaret Jacob a consacré donc sous le titre « Les Lumières au quotidien » à cette expansion de la franc-maçonnerie en Europe durant la première moitié du XVIIIe siècle. Elle a écrit « À la différence des autres nouvelles sociétés de cette époque, dévolues à la science ou à la littérature par exemple, les loges maçonniques, c'est moi qui rajoute maçonnique, voyaient des hommes engagés dans la recherche de la vertu, qui possédaient le désir d'inventer de nouvelles formes d'autodiscipline et de gouvernement. Et en effet, par un processus qui comportait des votes, le paiement de cotisations, la prononciation de discours et le respect d'un ordre constitutionnel, les frères, et également quelques sœurs, de sujets se transformèrent en citoyens. Donc, évidemment, l'insuffisance des ressources documentaires internes pour les compagnons tailleurs de pierre ne permet pas d'affirmer qu'ils pratiquaient déjà, eux aussi, ou avant même les francs-maçons, sous une forme à peine différente sur le fond, cette quête active de la vertu et cette démocratie autorégulée qu'on le constate quand même pourtant pleinement dans leur règlement, puisqu'ils payent des cotisations, ils prennent des décisions à l'unanimité. Il n'y a pas de chef chez les compagnons. Chaque fonction, chaque charge provisoire est en permanence remise en question. Le rouleur, donc celui qui, à la fin de l'Ancien Régime, accueille l'arrivant et va lui montrer le rôle, va faire signer le rôle. Donc le rouleur qui joue un petit peu, qui a la fonction de président provisoire, le rouleur change chaque fois qu'un nouveau compagnon tailleur de pierre arrive dans la ville. Ça veut dire que concrètement, le pouvoir très relatif, donc l'autorité, ce rôle de porteur de l'autorité compagnonnique, change jusqu'à 5 fois ou 6 fois par jour s'il arrive plusieurs compagnons en ordre dispersé. Tous les compagnons doivent exercer ces charges. D'où l'intérêt d'ailleurs et l'importance pour eux de savoir lire et écrire, puisqu'il y a quand même un minimum de charges administratives. Alors, cette quête de la vertu, elle est exprimée par quelque chose de central aussi, c'est le fait que lors de ce sacre, lors de ce couronnement comme compagnon, ils reçoivent un nouveau nom. Ce n'est pas un surnom, j'insiste sur cette petite nuance, c'est vraiment un nouveau nom, et à tel point d'ailleurs que pour d'autres compagnonnages, on a la trace au milieu du XVIIe siècle de poursuites ecclésiastiques. On a la fameuse résolution que prononcent les docteurs de la Sorbonne en 1655 à l'encontre, par exemple, donc, des compagnons selliers, des compagnons couteliers. Et tout simplement, cette sanction, elle vient du fait que la cérémonie initiatique est envisagée comme étant un nouveau baptême, puisque précisément, on donne un nouveau nom. Et évidemment, d'un point de vue tout à fait catholique, recevoir un nouveau baptême, ça signifie quelque part que l'on renie l'ancien, et ça, c'est totalement inconcevable. Voilà. Mais donc, ce nouveau nom que reçoivent les compagnons tailleurs de pierre, il est toujours celui d'une vertu positive, et suivi du nom, de l'indication donc du nom de leur ville d'origine, de la localité d'origine, aussi petite soit-elle. Voilà. Alors, on a ici donc un petit peu un palmarès des vertus. Alors, parmi
les noms qui reviennent le plus souvent, le premier nom est celui de la prudence. Et on va voir dans un instant pourquoi. Mais ensuite, on a la fidélité, la franchise, joli cœur non pas au sens un peu libertin du terme, joli cœur, celui qui a un cœur joli, un cœur bien disposé. Alors, l'intérêt pour les chercheurs de ces noms qu'ont les compagnons tailleurs de pierre et qui leur sont très caractéristiques. Chez les compagnons charpentiers, c'est très différent. On va avoir un nom de province suivi d'une caractéristique qui n'est pas toujours que positive. C'est-à-dire qu'à côté, par exemple, d'un Bordelais, la Constance, on peut très bien trouver un Beaujolais, l'ami des filles. Et là, l'ami des filles, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. Ou un Nivernais, frappe d'abord. C'est-à-dire frapper sur ceux qui ne sont pas du même compagnonnage. Chez les compagnons tailleurs de pierre, rien d'équivalent. On a toujours quelque chose d'extrêmement noble. Alors, l'avantage pour les historiens, c'est que ça nous a permis, par exemple sur le millier de noms que comportent les documents avignonnais, de dresser une cartographie des origines géographiques, ce qui aujourd'hui nous permet de conduire nos recherches de manière un petit peu plus productive, puisqu'évidemment, il ne servirait probablement de pas grand-chose d'aller passer une semaine à consulter les archives départementales de la Creuse, puisqu'on voit que là, pour nos compagnons passant tailleurs de pierre, sur un siècle, on n'en a pas un seul originaire de ces départements. En revanche, Avignon aujourd'hui, où aujourd'hui je suis installé, est un gisement, le Bordelais est un gisement et la vallée de la Loire est un gisement. Ça recoupe évidemment le Tour de France traditionnel de nos compagnons tailleurs de pierre. Je vais accélérer la conclusion pour parler un petit peu donc de ce blason des tailleurs de pierre, le compas, la règle, l'équerre, entortillé du serpent. On remarquera une chose importante, c'est que les instruments qui sont représentés sont les instruments de la géométrie, la royale par excellence. Ce ne sont pas les outils du tailleur de pierre. La société se représente au travers de sa connaissance la plus noble, relative donc à la connaissance et aux applications de la géométrie. Ce blason est entortillé donc du serpent, on le retrouve là de manière constante sur tous les rôles d'Avignon. On le voit ici, donc toujours sur ce rôle très atypique de 1782, le compas est surmonté d'une couronne. Voilà. On le retrouve sur des quantités de documents compagnonniques venant d'autres villes. On a ici donc un registre de Beaucaire où on voit deux serpents affrontés. Voilà. On a ici un détail du rôle de Paris, donc de 1769. Le serpent vient mordre la tête du compas. Et tout cela procède en fait d'une origine qui est très importante, où on a la description précise de... excusez-moi, je cherche un petit peu. Voilà. On a la description précise de la signification non seulement du compas, mais également de ses palmes. On a vu que les palmes qui encadraient le blason, que des palmes encadraient le blason, et ce n'est pas par hasard. En fait, tout ça peut s'expliquer au travers d'une clé extrêmement intéressante qui est cette gravure emblématique figurant dans le traité d'architecture de Philibert Delorme, donc publié en 1567. Donc c'est un emblème de la composition de Philibert Delorme dont il nous donne toute l'interprétation. Donc, il y a une devise latine qui encadre la figure, artificem doctum discrimina mille morantur dum celer ad palmam querit ab arteviam. De 1000 peines et 1000 empêchements est retardé l'artisan doctessage quand par son art, savoir et instrument, il cherche vers la palme le passage. Et Delorme consacre 3 pages entières à cet emblème. Je vais les résumer. Il dit « Un compas entortillé d'un serpent pour signifier que l'architecte doit mesurer et compasser toutes ses affaires et toutes ses œuvres et ouvrages avec une prudence et mûre délibération. » Et il poursuit en disant « Prudence, dis-je, telle que le serpent la figure et est commandée et recommandée par Jésus-Christ dans son évangile, disant « Soyez prudents ainsi que les serpents et simples comme les colombes. » Et plus loin, il précise que la palme, donc représentée sur sa gravure par le palmier, est le but auquel doit viser l'artisan et signifie la gloire, l'honneur et la victoire. Et que la présence du caducée... Donc,
voilà. La présence du caducée, donc serpentin, à nouveau d'Hermès, est également expliquée. Et selon Delorme, donc, ça désigne le caractère mercurien des sciences et des arts. La trompette, pour sa part, donc, est l'emblème de la renommée que l'artisan peut espérer par son talent. Et les cailloux pointus que l'on voit donc au pied de l'architecte et du combat sont le symbole des difficultés et des obstacles. Et quant à la caverne, ou lieu obscur, donc selon les termes de Delorme, il déclare qu'elle représente le lieu de l'étude, de la contemplation et de la solitude. Rappelons que Philibert Delorme, donc avant d'être le premier théoricien de l'architecture à la française, est le fils d'un maître maçon, c'est-à-dire d'un maître tailleur de pierre, et que lui-même a appris ce métier-là. Et donc je présume que c'est un compagnon tailleur de pierre, puisque non seulement les éléments emblématiques que l'on a ici, on les retrouve de manière constante sur tous les rôles de compagnons passant tailleur de pierre durant les siècles suivants, mais qui plus est, en fait, on a ici, et dans la scène qui est décrite, et dans la manière dont Delorme décrit les choses, dans les termes qui sont employés, on a des éléments qui renvoient directement à la scène de l'initiation, aujourd'hui encore, des compagnons passant tailleurs de pierre. Donc il y a des petits éléments que je ne divulguerai pas de manière plus précise, mais qui renvoient de manière extrêmement concrète à une tradition initiatique qui, avec évidemment des quantités de transformation, a été constante. Alors, une autre très belle figuration de la prudence qui date de 1510, où on retrouve les petits cailloux sur le chemin. On retrouve là aussi une figuration qui nous renvoie à cette justice, à Thémis. Un autre aspect, donc toujours lié à la prudence. On voit sur le blason, là, sur l'écu, l'épée et la balance. Entrelacés d'un cordon avec des lacs d'amour, on voit que ce thème est au-delà du monde des tailleurs de pierre, connu par le milieu des imprimeurs et des graveurs, la très célèbre marque de Christophe Plantin, avec le phylactère qui entrelace le compas à la manière de notre serpent, et la devise, non pas labor et honor, mais labor et constantia. Voilà. Par contre, donc, ce serpent et cette règle vont disparaître dans le courant du XIXe siècle. De l'emblématique des compagnons tailleurs de pierre, parce que, je pense, ça n'est plus compris, parce que le symbole du serpent est un symbole qui va prendre une connotation négative. On sait l'ambivalence même du symbole du serpent, et ça va petit à petit disparaître. Et voilà. Donc on a ici un emblème qui, lui, en revanche, donc, est une des rares figurations que l'on a du blason des compagnons étrangers tailleurs de pierre. Donc c'est une clé de voûte qui vient de l'église de Marennes. Ça a été réalisé en 1770 par toute une famille de compagnons étrangers tailleurs de pierre. Donc l'inscription complète, aujourd'hui brisée, était « Vive les enfants de Salomon », donc, puisqu'il se réclame avoir été fondé par Salomon. On a notre étoile à 5 branches, donc ça peut être un emprunt maçonnique. On a ces 3 lettres L-A-R entre 2 lacs d'amour qui peuvent être un clin d'œil maçonnique à un intitulé de loge extrêmement fréquent à l'époque, donc les arts réunis. Mais j'insiste sur un point extrêmement important, les compagnons tailleurs de pierre, dans tous les cas de figure, n'ont pas attendu les maçons spéculatifs pour avoir, par exemple, les lacs d'amour, symbole par excellence de la fraternité dans leur emblématique. On a ici un emblème daté de 1711 d'un compagnon, donc assez probablement étranger, à Tournus, où on voit le grand compas de l'appareilleur ouvert sur la règle qui encadre le niveau, et avec le maillet, le ciseau et les 2 lacs d'amour. On est avant toute possibilité d'intervention, d'une interférence maçonnique en France. Et je vais couper là, de manière à laisser un petit peu la place aux questions. Merci. Well, that was truly extraordinary. I'm going to keep my comments brief so that the audience can ask questions. I want to say that in general, the fact that we don't find anything as rich and elaborate as compagnonnage in the British Isles
is a function of the development of capitalism in those isles. By the mid-17th century, the guilds are basically crippled to the extent that they have lost control, by and large, over wages. And that, of course, is absolutely critical. If you can't control wages, why are you a guild? Now, in fact, the guilds continue. They survive into the 18th century, and they have a pageantry. They march at various occasions throughout the 18th century, but their economic power has been lost. And so what you see happening in the British case, in Scotland, you can see this very clearly, in a place like Dundee. There the records show, of the stonemasons, show gradually men are initiating members of their family or their extended family who are not themselves stonemasons, but who can bring to the lodge financial resources. And so very gradually, in the Scottish case where we have good records, we can see process by which gentlemen, men of learning, etc., come to predominate in the lodges, such that by 1730, they are administering tests to the stonemasons to make sure that they know their geometry, etc. This is a very different configuration. Now, we also know that the stonemasons who worked at St. Paul's Cathedral in London initiated Christopher Wren, who was at that time 81, 82, and the master architect. He is said to have occupied the position of Grand Master, but we don't know. This is just not possible to know this sort of thing. So what we have here are two really very different traditions. What I think is so important about this work on compagnonnage is to show the interface between Freemasonry in France and compagnonnage, the ability to borrow symbols, to take on references, suggesting that there is here a body of common language in these symbols that I don't think we fully understand yet. Why would certain things turn up over and over again in different contexts? What we're looking at, I suspect, is a deeply symbolic system that is basic to Western thought and Western culture. And we see this richly displayed in 18th century compagnonnage. I think we should now move to questions from the audience. Hello, yes. At one point in your remarkable presentation, the headsets went out. But I think at that point you were referencing the Temple of Diana from the Seven Ancient Wonders of the World, or Seven Arts of the Ancient World. Was this just a secondary reference? Did I hear correctly that you mentioned the Temple of Diana in the context of the compagnonnage? And was this just a passing reference by you, or do we see that more than once? And where are they drawing this? If the compagnonnage are looking at this, they must be pulling from Renaissance or classical traditions? Or did I overread into your remark about the Temple of Diana? Non, donc la référence est à la fois marginale et centrale. Marginale dans le sens où il s'agissait d'une référence à une pratique
qu'on relève chez les compagnons, pas seulement tailleurs de pierre, mais ce sont les tailleurs de pierre qui l'initient et qui vont être imités par d'autres corps. Une pratique donc qui est extrêmement commune dans une région assez limitée de la France, qui est de laisser la marque de son passage sur un certain nombre de monuments. Il y a une chose qui se remarque, c'est que ces monuments sont tous, ou presque, liés à l'Antiquité romaine. Donc il s'agit notamment du pont du Gard et de ce temple de Diane à Nîmes. Central dans la mesure où ce n'est pas parce que c'était les seuls pans de mur qu'ils ont trouvé disponibles pour les couvrir de graffitis. Pourquoi se rendaient-ils comme en pèlerinage dans ces lieux très spécifiques? Alors, pour la vis, pour l'escalier à vis de l'ancienne abbatiale romane de Saint-Gilles-du-Gard, on sait que c'est à cause de leur intérêt pour la stéréotomie absolument remarquable de cet escalier. Mais en revanche, on n'a pas d'éléments documentaires qui permettent d'apprécier le pourquoi ils se rendaient quasi systématiquement à Nîmes, au temple de Diane, pour marquer leur passage, ou sur le pont du Gard. Pont du Gard, là aussi, on peut suspecter une réalisation architecturale remarquable et dire, voilà, tout simplement, c'est quelque chose de beau à voir. En plus, il y a de la surface de pierre à couvrir de graffitis, c'est intéressant. Mais le temple de Diane, c'est quand même un lieu à Nîmes, c'est un lieu absolument remarquable, c'est un tout petit lieu. Et là, on voit donc que c'est une pratique qui est vraiment ancrée dans la tradition, à tel point qu'on a une chanson, la fameuse chanson du Tour de France, qui m'a servi de base pour établir la cartographie. Cette chanson précise bien donc que quand tu es compagnon, si tu es brave compagnon, tu dois à Nîmes aller graver ton nom sur le temple de Diane. Donc cette référence à l'Antiquité, je pense que ça nous renvoie à quelque chose qu'on a vu ici aussi, plus ou moins en filigrane tout au long de mon intervention, c'est-à-dire le fait que nos compagnons tailleurs de pierre ont en objectif, non pas simplement une meilleure connaissance de leur métier de tailleur de pierre, mais une culture, au sens plein du terme, fondée sur l'architecture classique. Donc, ils ont toujours une très bonne connaissance des ordres d'architecture et de toute cette littérature de la Renaissance. Je pense que c'est là qu'il convient de chercher le lien. I have a little trouble seeing in the far back because of the lighting. But do I see hands raised? Yes, this gentleman right here in the fourth row back. Oui, Jean Passini. Je voudrais savoir, vous avez parlé de la stéréotomie. Dans les contrats médiévaux, on parle de moulage, comme si les tailleurs de pierre avaient des moulages en bois sur lesquels ils travaillaient à côté de ces moulages, ils reportaient les mesures au compas, à l'équerre. Et donc, on n'a pas mention de stéréotomie, on a plutôt mention soit de plans, c'est-à-dire de dessins, de tracés sur les pierres, quelquefois, mais souvent de moulage ou de contre-moulage. Donc, avez-vous une idée à quel moment on passe de ces moulages en bois ou de ces petits dessins à vraiment la stéréotomie telle qu'on l'entend aujourd'hui? Parce qu'effectivement, au XVIIIe siècle, c'est vraiment l'art de la stéréotomie. Donc, avez-vous une idée là-dessus? Avons-nous des éléments? Oui, nous avons des éléments. Alors en fait, il y a une continuité, il n'y a pas de rupture, même si évidemment les techniques de taille de pierre, donc d'application de la stéréotomie à la taille individualisée des blocs évoluent. Une précision tout d'abord, effectivement le terme en ancien français est moule. Il faut le relier non pas au sens que nous attribuons aujourd'hui au terme de moule, au sens commun, sont plutôt des modèles. Donc, ce sont des profils. En fait, la meilleure traduction que l'on puisse trouver, ce sont des profils et des contre-profils. C'est-à-dire que l'appareilleur, le chef des tailleurs de pierre, qui accessoirement peut être l'architecte, c'est vrai que les hiérarchies de fonctions sont plus ou moins variables selon les époques et l'importance des chantiers. L'appareilleur va tracer, dans un premier temps, va faire ses opérations de stéréotomie,
donc dans ce qu'on appelle la chambre au trait, très souvent, dont on a encore des exemples, par exemple à la cathédrale de Strasbourg et tout. Donc il va établir les tracés géométriques qui vont lui permettre de dégager les profils, et ensuite quand même il va distribuer le travail au tailleur de pierre, et on est quand même dans un contexte où on doit répondre à certaines règles d'économie les plus élémentaires. Donc il ne s'agit absolument pas de satisfaire une sorte de vision romantique extrêmement répandue dans le monde maçonnique, je dois l'avouer, du tailleur de pierre qui, chacun dans son coin, s'efforcerait de comprendre toutes les subtilités de l'édifice auquel il travaille et de retracer en partant de zéro à chaque fois l'épure de chaque pierre. On a à produire une cathédrale, on a à produire aussi une fortification, un château, un pont, etc. Quelquefois, je dis arrêtons de parler des bâtisseurs de cathédrales, mais j'ai moi-même encore une fois commis cette erreur pendant mon exposé. Parlons des bâtisseurs tout court. L'aspect cathédrale implique une relation au sacré qui n'est pas forcément garante d'une vision claire des choses. Donc, nos tailleurs de pierre sont sur des chantiers. Il y a un traceur et il y a ensuite des ouvriers qui vont, pour les plus jeunes, dégrossir la pierre, pour les plus expérimentés, produire les pierres un petit peu plus complexes, et puis pour les très expérimentés, reporter ces moules, reporter ces profils sur les pierres les plus complexes. Donc ça, c'est un processus qu'on va retrouver ensuite jusqu'à aujourd'hui. On utilise toujours plus ou moins les mêmes systèmes. C'est-à-dire que les profils sont employés lorsque les blocs présentent des difficultés particulières. Il n'y a pas de rupture. Yes. Oui. Tout à l'heure, ont été évoquées différentes organisations de métiers, à côté des compagnonnages, corporations, confréries. Il en existe aussi dans les pays de l'Est dans l'Est de la France, en Alsace en particulier et en Allemagne. Ce sont les guildes, les fameuses guildes germaniques. Et je me souviens que Jean-Michel avait fait un article dans les cahiers de Tours sur la Bauhütte germanique, où justement tu expliquais que cette confrérie, en quelque sorte, avait à la fois un caractère de corporation, de confrérie et de compagnonnage. Et ce qui m'amène à parler que les compagnonnages ne sont pas uniquement français, mais il y a également des compagnonnages germaniques extrêmement riches, donc extrêmement riches et qui montrent que c'est pas uniquement dans l'Hexagone qu'existe cette organisation de métiers. Voilà. Tout à fait. C'est important à noter. En revanche, je dirais que ça reste un point d'interrogation quant aux éventuels échanges, quant aux éventuels contacts qui ont pu exister entre ces compagnonnages germaniques et les compagnonnages français. Alors, une de mes hypothèses fétiches, mais j'insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit que d'une hypothèse, c'est que nos fameux compagnons étrangers tailleurs de pierre français entretiendraient un lien, si ce n'est d'origine, mais un lien en tous les cas avec ces compagnonnages germaniques de tailleurs de pierre, où précisément l'on retrouve de manière assez constante l'expression de étrangers. Ce sont des compagnons qui sont étrangers à la ville et ça fait partie de leur intitulé. Mais ceci étant dit, donc de la même manière en France, l'étymologie première des termes donc, qui vont être utilisés seulement dans le courant du XVIIIe siècle, pour dire les compagnons passants ou les compagnons étrangers, c'est la même origine. Le compagnon n'appartient pas à la corporation ou confrérie locale, c'est un ouvrier qui est de passage, il est de passage par la ville, il est étranger à la ville, et dans le contexte germanique, aux mêmes causes, les mêmes effets, le compagnon étranger, c'est tout simplement parce qu'il est étranger au lieu. Alors après, il y a des constructions symboliques qui se font par-dessus. Bon, ça, on connaît bien dans le monde maçonnique cette propension à le faire. Les tailleurs de pierre allemands ont également bâti toute une mythologie sur le fait qu'à l'origine, c'est tout simplement parce que les tailleurs de pierre c'était ceux du temple de Salomon et ils étaient étrangers au peuple juif. Donc, voilà. Mais revenons à des données concrètes. Ce sont, dans un cas comme dans l'autre, des étrangers. Si j'ai fait l'hypothèse d'une
possibilité d'échange à une époque, mais qui n'est attestée par aucun document. J'insiste vraiment là-dessus, c'est que lorsqu'on étudie la cartographie, l'implantation donc des compagnonnages, on a vu tout à l'heure la cartographie des origines des compagnons passants, on a vu également la cartographie du Tour de France, on s'aperçoit que par exemple il y a toute une zone où ils sont très mal implantés, qui est la zone donc de la Franche-Comté et de la Bourgogne. Donc en fait, plus on se rapproche des frontières, des anciennes frontières germaniques, moins les compagnons passants sont présents, et ils sont d'autant moins présents que c'est un fief des compagnons étrangers tailleurs de pierre et qu'il y a une concurrence économique féroce entre les deux, concurrence économique qui débouche très souvent sur des batailles rangées qui peuvent dans certains cas opposer des centaines de compagnons tailleurs de pierre des deux parties et pour lesquels on est obligé quelquefois de faire intervenir la troupe. Donc voilà le fondement de cette hypothèse. Bonjour. Oui. Bonjour monsieur, merci de la rationalité et de la clarté de votre présentation. Une question, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la population que représentaient ces tailleurs de pierre sur le territoire national, donc tout au moins ce qu'il était à l'époque, et sur le nombre de ces compagnons opératifs qui, sur chaque chantier, je suppose, était un peu l'encadrement? Est-ce que vous pourriez me donner quelques chiffres, s'il vous plaît? Merci. Alors, pour tout ce qui est sous l'Ancien Régime, nous avons des difficultés à avoir un chiffrage précis, si ce n'est donc le fait que nous prenons ces rôles et nous pouvons comptabiliser le nombre de passages, mais sur des périodes qui ne sont pas suffisamment précises. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir sur le rôle de Paris de 1769, on a un peu plus de 3000 noms, mais les derniers datent des années 1950. Et il y a des trous, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des périodes où il n'y a aucune date de portée, et donc toute la période ancienne, tout ce qui précède, on va dire, les années 1830, les compagnons n'ont pas eu l'idée, de temps en temps, de tirer un trait et de marquer le millésime de l'année. Donc c'est difficile. À partir des années 1830, on a des tranches qui permettent de voir, pour certaines villes, quel est l'effectif moyen. Donc on va dire que par exemple pour une ville comme Paris, on a en permanence dans les années 1830-1840 une centaine, 100, 120 compagnons passants tailleurs de pierre qui sont membres actifs du groupe. Dans une ville comme Avignon, on descend à une quarantaine. Dans une ville comme Bordeaux, on peut monter à 160 compagnons. Voilà. Ça donne une petite idée. Ça veut bien dire une chose, c'est que ces compagnons tailleurs de pierre ne constituent pas le gros des troupes des tailleurs de pierre. Ce sont effectivement les artisans qui encadrent en quelque sorte les régiments de tailleurs de pierre plus ordinaires. Pour les périodes plus anciennes, hélas, oui, nous manquons cruellement, vraiment cruellement de données. J'ai commencé à explorer les comptabilités de certains chantiers. Alors, pas pour le Moyen-Âge, parce que, hélas, nous n'avons pas de données qui permettraient d'avoir la certitude que les tailleurs de pierre de telle ou telle cathédrale sont des compagnons. Mais pour ce qui est de la période 17e, 18e siècle, l'emploi de leurs fameux noms de compagnons dans les comptabilités permettent un petit peu de les isoler et de voir que, dans beaucoup de cas, ils représentent 15 à 20% de la main-d'œuvre. I'm going to ask that we give one more question. Then we must congratulate our extraordinary speaker. And then I would like everyone to stay briefly for a special celebration. One more question. Thank you. Thank you very much. I had just a couple of related geographic questions. One is, as Professor Jacob said, it seems as if we're seeing a related network, maybe a stratum of symbols, of myths that seem to reappear in many places over long stretches of time. And I wanted to see if you had any ideas about connections between France and Britain. I mean, I don't know very much about the medieval era, but I've been told Canterbury Cathedral, for example, the stone actually was taken from Normandy, was dressed there, brought over to Kent to build that cathedral. So you could have seen people contact across the English Channel even as early as 13th, 14th centuries, let alone much later.
And also when you showed us the map of members of the roles of Avignon, we saw that the big concentration around Bordeaux, Toulouse, Saintonge, and I wondered, is there a connection there to the religious environment? These strike me as centers of Protestantism in southern France, the area of Avignon, Bordeaux, Saintonge. And just in sum, I guess I want to ask, if we're looking at these complicated networks, maybe is the nation and the nation state not really the right unit to be using? Should we be dropping these national borders and looking at how people joined together, interacted, passed ideas, reused symbols all over Western Europe, and not be talking about Britain, France, Germany, etc.? Merci. Ça fait beaucoup de questions à traiter. Donc, premier point donc, qui est extrêmement important concernant l'aspect confessionnel, les règlements des compagnons passant tailleurs de pierre, comme les quelques éléments permettant de reconstituer les règlements des compagnons étrangers tailleurs de pierre, insistent tous sur un point extrêmement important. Il s'agit là d'ouvriers catholiques. Ayant vécu une bonne vingtaine d'années dans une région extrêmement importante pour le protestantisme. Là, j'évoque mon long passage par Dieulfi dans la Drôme, donc dans ce Dauphiné qui est terre protestante. Moi, ce n'est pas ma culture d'origine, donc j'étais un petit peu perdu au départ. Je suis allé interroger des historiens du protestantisme, qui sont en nombre extrêmement important dans le coin, sur justement, est-ce que vous auriez, vous, des sources archivistiques me permettant d'attribuer, par exemple, le fait d'appartenir à la société des compagnons étrangers au fait d'être protestant. Et tous m'ont répondu en chœur, non, de toute façon, ce n'est pas possible. Dans la période moderne, le métier de tailleur de pierre ne fait absolument pas partie des métiers qui vont être exercés par des protestants. Donc il ne s'agit pas, dans les règlements des compagnons passant tailleurs de pierre ou donc des compagnons étrangers, d'une figure de style, d'une figure de protection. Très souvent aujourd'hui encore, les compagnons, qui sont très attachés à la notion de liberté de pensée, ont tendance à analyser cette exigence de catholicité des siècles passés comme étant simplement une façon pour les compagnons de donner le change vis-à-vis de l'Église. Non, pas du tout, ils étaient naturellement catholiques. Donc pour des régions comme Bordeaux, comme Avignon, même si effectivement on a une forte densité de protestants, nos compagnons tailleurs de pierre sont catholiques. Le fait que les frontières nationales ne soient pas nécessairement le bon cadre, je dirais oui et non. On voit que très tôt, du fait de la pratique de ce Tour de France, les compagnons ont une idée précise quant au fait de constituer, bien avant la Révolution déjà, une nation. C'est à un point tel d'ailleurs que les compagnons tailleurs de pierre d'Avignon, sur le rôle de 1782, ce sont les armes du royaume de France qui marquent la puissance de l'État. Or, en 1782, Avignon n'est plus en France. Avignon ne va revenir en France, et définitivement cette fois-ci, qu'à partir de 1791. Donc, voilà un premier point. L'autre aspect par rapport à la densité, c'est tout simplement, et là je pense qu'on est plus dans le cœur des choses, on s'aperçoit que cette géographie recoupe tout simplement la géographie des grands pôles économiques et qui sont liés, pour d'autres raisons, à des zones portuaires, à des zones fluviales. Il y a des sièges compagnonniques là où il y a une clientèle, et la clientèle, donc celle des puissants, que ce soit l'aristocratie ecclésiastique ou pas, la clientèle, elle est implantée là où il y a des centres de pouvoir, et il y a des centres de pouvoir là où tout simplement il y a des éléments comme des ports, comme des fleuves qui permettent d'assurer donc tous les échanges économiques, toutes les migrations nécessaires. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Pour revenir donc à la question très intéressante et très importante des liens qui ont pu exister à l'époque médiévale entre nos tailleurs de pierre français, nos tailleurs de pierre britanniques ou germaniques, ou je pense aussi, donc c'est un sujet qui m'est cher, aux tailleurs de pierre italiens ou espagnols. Là, on est dans un domaine complexe puisqu'on a bien la trace d'un certain nombre de migrations de tailleurs de pierre français
et vice-versa quelquefois à ces époques-là, mais encore une fois, on n'a rien qui nous permette de rattacher à coup sûr ces tailleurs de pierre médiévaux à l'appartenance à un compagnonnage au sens moderne. Là, pour l'instant, j'ai un trou documentaire dont je ne me hasarderai pas à dire, voilà, il y a des échanges. Simplement, c'est vrai qu'on ne peut pas manquer, et ça fait partie donc de mes hypothèses de travail sur lesquelles j'espère bien un jour trouver ce petit bout de parchemin extraordinaire, on ne peut pas ne pas songer au fait que dans la tradition des Britanniques, on a la référence à Charles Martel, au fait que la tradition maçonnique serait parvenue par le biais de la France. Et on a la même mention dans le contexte germanique. Jean-Michel, vous êtes notre maître. Oh. C'est extraordinaire. Merci. Votre travail dans plusieurs archives. Merci. Merci de Mille m'avoir merci. accueilli. Now I would like to introduce to you Roger Dachet and Alain Bauer. Should we get up or are you? In a minute. I would like to invite Paul Rich to join us. See. So, mesdames et is it working? Yes. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, il y a une quinzaine d'années, en 2003 exactement, à l'occasion d'un épisode rare, puisque toutes les obédiences maçonniques françaises s'étaient pour une fois mis d'accord sur quelque chose, créé une rencontre internationale à l'occasion du 275e anniversaire de la création de l'ordre, et il a été créé un ordre dans les ordres, l'ordre maçonnique de Lafayette, qui correspondait assez bien d'ailleurs à l'idée d'un dialogue qui dépasserait simplement le cadre hexagonal. À cette occasion, l'ordre a été créé pour remercier, reconnaître et saluer des universitaires, des chercheurs, des gens qui ont donné leur vie ou une partie de leur vie à la recherche académique. Et donc nous avons décidé, à l'occasion de cette exceptionnelle conférence, de remettre deux distinctions aujourd'hui, l'une à Margaret Jacobs et l'autre à Paul Rich. Et donc nous allons œuvrer avec Roger Dachet comme parmi les 20 fondateurs de l'ordre. D'autres n'ont pas pu nous joindre aujourd'hui ou étaient là hier ou avant-hier, mais pas à cette occasion. Et donc, avec l'autorisation de Roger, nous allons nous lancer dans cet exercice complexe. Donc, je charge Roger de remettre l'ordre à Margaret et je vais la remettre à Paul. Donc, nous allons remettre à Margaret Jacobs et à Paul Rich les insignes de Grand Croix de l'ordre maçonnique de Lafayette. Red Cross of the Masonic Order of Lafayette. It's for you, Margaret. So I take it and I put it on the table. Alors j'ai un peu plus de difficulté que M. Bauer à faire les rosettes. Voilà. Voilà. Well, I want to say thank you. And I want to tell you that, first of all, these two gentlemen have written a most extraordinary book. And I do not use those words lightly. We gave away 100 copies this morning, but if you don't have a copy, just email us and we will send you a copy. But when I say it's extraordinary, I really mean it is an incredible book about Freemasonry.
The second thing I want to say in great gratitude is that credit belongs to Pierre Molière and to Daniel Gutierrez, who really, Daniel and Pierre have been constantly worrying and working on this conference and are responsible. The third thing I want to say is that I want to say that Paris is the capital of the Masonic scholarly world. I make that statement without fear of contradiction, that this is now currently the center of Masonic thinking and scholarship, and that you really have to come to Paris if you are interested in Freemasonry in depth, which is why we will be back in another 2 years. And again, profoundly thank you for this honor. Now I'll give it to somebody who is a lot more deserving of it than me. This is extraordinarily generous and unexpected, especially Lafayette, without whom we would probably have not had a revolution and not become Republicans. And so I'm deeply honored. Thank you very much. The movie will follow here. I recommend it. It's in some ways terrifying. This is the box for your regalia. This is the box for your regalia. Thank you very much. Thank you. Extraordinary. And I've read